Prisca, Lona, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos rencontres sorties de scène. Euh, on se rencontre pour la première fois, je Oui. crois. C'est vraiment une rencontre, une vraie rencontre. Je vais vous poser la question que je pose à tout le monde. Qui êtes-vous, Prisca Lona? Comment vous vous présentez? Comment vous occupez votre temps aujourd'hui? D'accord. Alors, donc je suis comédienne et je dirige également la production Le Théâtre de Demain, qui produit donc les spectacles que nous amenons à Avignon. Et donc, je suis aussi également au plateau dans ces deux pièces. D'accord. Et donc, vous m'avez dit, parce qu'en fait, on se rencontre, mais on a commencé un tout petit peu à discuter Il est juste vrai. avant. On ne peut pas le cacher. Quel est votre parcours? Ah, Est-ce que vous pouvez mettre tout ça dans un contexte un peu alors plus le historique? contexte historique. Alors, initialement, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé ensuite 10 ans comme ingénieur dans le secteur de l'énergie en Angleterre, aux États-Unis, puis en France. Et quand je suis rentrée en France, je me suis inscrite à un cours de théâtre amateur parce que je voulais faire du théâtre, mais pas dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle. Là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai monté une asso de théâtre amateur. Et de fil en aiguille, suite à un stage avec Jean-Laurent Cochet, il y a eu une rencontre qui m'a dit je te prends au cours du matin, suite à un passage sur la fameuse tirade de Irma Lambert dans La Folle de Chaillot. Et donc, je suis allée voir mon chef. À l'époque, je travaillais chez GRDF. Et en lui expliquant un petit peu le contexte. Et donc, j'ai pu faire mes cours professionnels de théâtre au cours Cochet de la Veine en ayant des horaires aménagés. J'arrivais plus tôt, je faisais mon cours et je repartais plus tard. Et suite à ça, mon chef m'a proposé de passer à mi-temps, ce qui m'a permis de ne pas démissionner. Et donc, j'ai fait une transition en douceur. À la fin de mon parcours, on va dire, chez GRDF d'ingénieur, quand j'ai décidé qu'il était temps pour moi de partir, j'ai fait une école de comédie musicale pendant 2 ans. Et j'ai eu mon premier spectacle, qui était un spectacle où j'avais mis pas mal de chansons. C'était un seul en scène où je racontais un petit peu mon parcours. Et j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Alexandre Tchobanov, qui est en fait le metteur en scène et le directeur artistique de notre production Le Théâtre de Demain. Et depuis, on forme une équipe. Depuis, on s'est rencontrés en mars 2019. D'accord. Et donc là, ça y est, c'est parti. Vous n'êtes plus chez GRDF. Oh, je suis partie en août 2017. D'accord, d'accord. Très bien. Et donc, il se trouve que vous allez être à Avignon cette année Oui, avec votre spectacle au Girasol oui. qui s'appelle... Dans la solitude des champs de coton, qu'on joue en alternance avec un autre spectacle qui s'appelle Cendre sur les mains de Laurent Godet. Ah d'accord, vous faites deux spectacles dans la même salle au même Dans la même moment. salle, au même horaire, en alternance. Moi, j'ai la chance de pouvoir jouer dans les deux pièces. Donc, je vais me régaler avec deux magnifiques personnages. Dans la solitude est une création pour Avignon. C'est une première à Avignon. Alors que Cendre sur les mains a été déjà joué l'année dernière au Théâtre du Girasol. Je vais afficher Dans la solitude des champs de coton parce que j'ai l'affiche. Voilà l'affiche de Bernard-Marie Coltès, oui. Oui. Et donc, la question, c'est est-ce que vous pouvez présenter un peu votre spectacle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Bon, pour ceux qui connaissent pas. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Alors, cette pièce de Bernard-Marie Coltès, qui est quand même une pièce assez emblématique du théâtre contemporain français, en fait, elle se situe la nuit, il est tard, et on a deux personnages, le client et le dealer. Le client entre dans un entrepôt désaffecté, et en fait, il s'avère que c'est le territoire du dealer. Et ce client croise par hasard le dealer sur son chemin, et en fait, il s'ensuit un face-à-face sous tension entre ces deux personnes, puisque le dealer décide qu'à tout prix, il doit vendre, et que le client, à tout prix, devra acheter. Et en fait, on a du mal à identifier quel est l'objet de ce deal. Et en fait, c'est toute cette discussion. Que désire-t-il vraiment? Et en fait, cette rencontre, elle va lier leur destin. D'accord. Et donc, vous l'avez fait, vous êtes deux acteurs, On est deux comédiennes au plateau, deux comédiens, d'accord? avec des physiques, on va dire, plutôt androgynes, même si Oui, on comprend voilà, qu'on est des femmes. L'idée étant d'apporter une ambiguïté, une étrangeté encore plus marquée en fait à ce texte et à ce contexte, puisqu'on se situe dans un entrepôt, c'est la nuit, il est tard. Voilà, il y a cette tractation qui est en train de se jouer. Et
et d'amener une sensibilité différente, de faire ressortir, parce que ce texte, beaucoup de gens disent qu'il est dur, qu'il est assez brutal, mais en fait, il est plein de poésie, il y a des passages qui sont absolument sublimissimes, et c'est plein de vie et plein d'humanité, ça parle de désir. Le mot de désir apparaît je ne sais combien de fois dans la pièce, et un désir qui Qu'est-ce que c'est change. que le désir? Ah, le désir, c'est une grande question. En fait, ça parle de désir, ça parle du manque, puisque finalement, le désir est le résultat d'un manque, quelque part. Et c'est ce va-et-vient entre ce manque et ce désir, entre ce client et ce dealer. Et ce désir, en fait, n'est jamais nommé. Donc, chacun, en fait, peut projeter, en fonction aussi un peu de son histoire et du contexte, je pense, ce désir. Pour nous, il est mouvant. Il change. Oui. Et c'est ce qui est intéressant dans cette pièce. Je crois que c'est La Rochefoucauld qui disait le désir naît du manque, ou c'est quelqu'un d'autre? Je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Ça naît du manque. Et l'autre spectacle dans lequel vous jouez, on peut en parler. Oui. J'avais pas le. C'est Cendres sur les mains de Laurent Godet. Oui, c'est ça. Alors là, on est 3 comédiens au plateau. D'accord. 2 hommes, une femme. Les 2 hommes sont interprétés par Arnaud Carbonnier et Olivier Hamel. Et en fait, ils jouent le rôle de 2 fossoyeurs de guerre qui sont dans une routine. Et jusqu'au jour où une femme apparaît. Et ça, c'est mon personnage, c'est le personnage de la rescapée. Et cette femme, elle ne devrait pas, en fait, être là. Et donc, en fait, s'ensuit pour les fossoyeurs des discussions qui sont complètement absurdes. Ils ont des revendications en total décalage par rapport au contexte, qui est un contexte de guerre. Et la rescapée, elle, parallèlement, elle a une partition qui est très différente parce qu'elle a quelque chose qui est beaucoup plus poétique. Et elle raconte, en fait, son histoire. Et donc, en fait, on a ce contrepoint que Laurent Godet a réussi à créer dans l'écriture même de la pièce. C'est bien une pièce, c'est pas un roman qu'on a adapté, c'est une pièce qu'il a écrite, avec ces 2 partitions qui se font face. Et avec les fossoyeurs, on a un petit peu, on a l'histoire par la petite lorgnette, le dernier maillon de la chaîne, on va dire. Et la rescapée, elle représente la vie et l'espoir. D'accord. Maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi vous avez fait ces spectacles. Puisqu'en fait, vous êtes aussi initiatrice de projets. Hein. Oui, c'est ça, on produit. Bah oui, c'est ça. Alors, pourquoi ces 2 pièces? Alors, initialement, la pièce de Laurent Godet, c'est en lisant la pièce coup de cœur absolu. Donc, on s'est dit, il faut absolument la monter. En plus, ça parle de la thématique de la mémoire. En ce moment, c'est quelque chose qui parle beaucoup, malheureusement. Vous parlez par rapport à la mémoire Alzheimer la mémoire de la guerre, de l'histoire, D'accord. avec un grand H. Vous savez ce que disait Napoléon. Hein. L'histoire, c'est le mensonge sur lequel tout le monde est d'accord. Voilà. Eh bien, ça parle de ça, en fait. Ça parle du conflit de manière générale. Et ça parle des 2 camps. Par contre, ça ne fait pas de leçon de morale. C'est ce qu'on aime bien. Laurent Godet n'est pas donneur de leçons. Il soulève des questions. Et cette pièce, elle nous a beaucoup marqué. On a fait une intervention dans un lycée à Draguignan en mai 2025 auprès d'élèves de terminale. Il y a eu tout un parcours organisé pendant l'année par une professeure d'histoire-géographie, Madame Heideyer, et la CPE du lycée, Céline Mercier, autour de témoignages de personnes revenues des camps de la mort. Et donc, en fait, ils ont fait un travail avec les archives du Var, ils sont allés visiter le mémorial de la Shoah à Paris, ils sont allés visiter Auschwitz, et on est allé faire une lecture théâtralisée chez eux et un bord de plateau pour échanger sur le sujet. L'avantage avec cette pièce, c'est qu'elle n'est pas violente et qu'il y a de l'humour dedans, malgré un contexte difficile, et il y a cette poésie aussi. Donc voilà. Et dans la solitude des champs de coton, oui. C'est une pièce qui, à la lecture, moi, la première fois que je l'ai lue, je pense que c'était il y a maintenant bien 10 ans. C'est un ami qui me l'a offerte et je me suis dit, cette pièce est immontable. Je n'ai rien compris. Et en la relisant, en fait, plus on la lit et plus on l'entend et plus on plonge dans l'univers de Coltès. Et je me suis dit, il faudrait un metteur en scène de génie parce que comment rendre concret ce propos? Parce que si c'est parler pour parler, ça n'a aucun intérêt. Et Alexandre Tchobanov, donc le metteur en scène, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une triple formation. C'est qu'initialement, il est danseur classique d'opéra. Ensuite, il a fait aussi de la variété, du jazz, etc. Il est chorégraphe.
Il a une formation en cinéma, en réalisation, et il est aussi formé à la mise en scène à l'Académie nationale de Sofia en Bulgarie et à Moscou. Donc il réunit énormément d'univers, et donc il a quelque chose qui est très graphique et qui est très corporel dans ses mises en scène. On n'est pas que dans le verbe. Et donc en fait, il rend concret le propos, notamment dans la solitude, en D'accord. plaçant ça dans une ville, avec la ville qui intervient Oui. dans la pièce. Et donc, comment il fait? C'est-à-dire qu'il y a des projections, il y a des... Il y a énormément de bruitages, enfin énormément. On va dire qu'il y a des bruitages qui sont les Oui. bruits de la ville qu'on ne voit jamais, mais qui apparaît par le biais, on va dire, d'une porte qui s'ouvre et se ferme, la porte de l'entrepôt. Et à travers cette porte, on entend des bruits de la ville, des sirènes de police, des chiens, des gens. Et on sent que c'est un univers un peu, voilà, un peu obscur, un peu sombre, mais il y a toujours cette ville qui est présente. Donc le monde extérieur existe, même si on est enfermé dans cette bulle de l'entrepôt. Et ensuite, une projection en fond de scène qui est un décor d'entrepôt. Et en fait, il y a une perspective qui donne une impression d'infinie profondeur. C'est assez incroyable et très bluffant. Et enfin, il y a la lumière qui est comme un personnage. Parce que le client, il vient du monde extérieur. Et lui, son univers, c'est la lumière électrique. Il le dit. Moi, c'est la lumière légale et la lumière électrique. Oui. Et en fait, c'est une lumière qui est très précise. On n'est jamais sur des pleins feux. Et donc, en fait, il y a six douches, ou sept, je ne sais plus. Et en fait, c'est comme un refuge pour le client, ces douches. Ça lui rappelle son monde. C'est un peu le doudou, on va dire, entre guillemets. Et Oui. donc, c'est cette lumière électrique qui, finalement, fait partie de l'univers du client dans cet entrepôt désaffecté. Et le dealer, c'est la partie plus pénombre, etc. Et après, il y a la musique aussi qui joue pas mal. Eh ben, vous décrivez tout ça très bien. Ah bien, merci. Et ben, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous voulez nous parler, d'autres Alors, c'est des dans projets l'avenir? qui ne sont pas... Alors si, Cendre sur les mains sera à Paris à la rentrée de septembre au théâtre de l'Essaillon, en face de Beaubourg. On jouera 2 fois par semaine, les mercredis et jeudis à 19h, du 10 septembre au 6 novembre. Et sinon, oui, on prépare une pièce. Alors, on sort de l'univers de Laurent Godet et de Bernard-Marie Coltès en passant sur un univers... C'est toujours une écriture contemporaine. C'est inspiré des femmes savantes de Molière. Oui. L'autrice, Yamina Hadjaoui, a extrait les 2 sœurs, Armande et Henriette, et elle les a mises en colocation à Paris en époque contemporaine. Et elle écrit un texte contemporain, mais tout en alexandrin. D'accord. Nous, de ça, on a retravaillé le texte pour dans le corps de texte, avoir 10 chansons. Et donc, en fait, on fait une pièce de théâtre musicale à 2 personnages, en alexandrin. Voilà. Super. Mais ça, c'est un projet qu'on veut monter cette année. D'accord. Avec la même compagnie. Avec la même compagnie, moi, je ferai le personnage d'Armande et Jessica Lemaître ferait le personnage de Henriette. D'accord. Voilà, ça, c'est une exclue. Eh ben, exclu sur sortie de scène. On viendra peut-être vous faire un épisode comme on fait de reportage, comme Avec je grand vous racontais plaisir. au début. Très bien. Donc là, vous venez du monde de la lumière et vous êtes passé dans l'ombre. Voilà. Parce que j'aime bien dire, parce que je le cite souvent, Guitry qui disait que à la fin du spectacle, les spectateurs applaudissent pour remercier les acteurs d'avoir si bien menti. Donc en fait, on ment en scène pour en fait essayer, je pense, de dire un peu de vérité. Ouais. Alors que on essaie de, enfin, je sais pas si on dit la vérité en entreprise, mais c'est un peu la promesse en tout cas. Oui, Euh, c'est ça. Après, est-ce que on dit pas des brins de vérité pour construire un grand mensonge, puisque le mensonge s'appuie toujours sur de la vérité, sinon il est vraiment pas solide. Il est vrai. Oui. Après, c'est vrai, il est vrai que euh, finalement, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'une entreprise, elle porte toujours un message. Et le message, il est travaillé. Tout comme un comédien au plateau va porter un message. Et ce message, il est travaillé par une mise en scène, par une interprétation, et c'est des choix. C'est-à-dire qu'un metteur en scène,
X et metteur en scène Y ne vont pas porter le même texte de la même façon, et heureusement, j'ai envie de dire. Et en entreprise, pour moi, c'est un petit peu pareil. Donc, on ment quand même, mais finalement, j'ai envie de dire, le mensonge fait quand même partie intégrante de nos vies, de nos quotidiens. C'est quoi mentir? Ah, voilà, c'est la grande question. Ouais. La grande question. En fait, mentir, bon, évidemment, il y a plusieurs définitions. Il y a le mensonge dans sa forme brute, on va dire. Le mensonge, on va dire, effronté. Ça, c'est autre chose. Et après, il y a construire une histoire. Construire son histoire. Construire l'histoire de quelqu'un d'autre. On construit toujours une histoire, Parce pour qu'en moi. fait, pas dire la vérité, c'est pas mentir. Parfois, Non, pas forcément. on dit quelque chose qui s'avère être faux. La gravité n'existe pas, mais la personne le croit et pense qu'elle dit la vérité quand elle dit la gravité n'existe pas. Ouais. Donc cette personne ne ment pas. Non. Elle se trompe. Oui, c'est différent. Enfin, parce que j'ai vraiment l'impression que la gravité existe. A priori. Mais, voilà. Mais après, on peut en discuter. Hein. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est pas une perception seulement? Oui. Là, on va partir très très loin, je pense. Et donc, après, donc, le mensonge, c'est quand on délibérément, on ne dit pas ce qu'on sait être vrai en le présentant comme étant vrai. Voilà. Mais est-ce que c'est pas non plus... quand le comédien ment, il essaie de reproduire la vérité. Donc c'est en ça que c'est un mensonge. C'est que, de reproduire ou même une vérité imaginée, en fait. Ouais. Il y a de la sincérité, mais là, elle est reproduite. Donc, de ce point de vue-là... Ouais, le comédien ment. Oui et non, pour moi. Il y a quand même quelque chose de très viscéral au plateau. Ah bah oui. Donc, mais vous n'êtes pas dealer. Enfin, non, je vais me retrouver à côté de la gare de l'Est. Pour me mettre dans le personnage, je suis un capuche noir et un manteau rouge. Non, mais dans le sens où, en fait, il y a forcément la vérité du moment chez le comédien. Évidemment, c'est pas son texte, c'est pas ses mots, mais il les fait siens. Et donc, et il y a toujours cette part du comédien au plateau où, évidemment, il y a toute la mise en scène à gérer, tout ce qui va autour. Je sais pas, je crois que c'est évalué à 5% ou 10%. Il faut rester en conscience de tout ça. Il y a évidemment une conscience du public, de la contrainte technique. Mais il y a cette vérité qui sort au plateau, pour moi. Et en fait, cette vérité, pour moi, elle peut sortir, alors grâce évidemment à la mise en scène, aux répétitions, etc., et à la technique du comédien qui lui permet, c'est comme un chanteur en fait, la technique vocale ou la technique du comédien, elle va permettre d'avoir une structure, une base, une partition qui est hyper claire et hyper solide. Et à l'intérieur de cette partition, le comédien ou le chanteur navigue. Et du coup, à partir de là, pour moi, on rentre dans la vérité. D'accord. Oui, non, mais j'entends. Et je pense que c'est vrai, en fait, la maîtrise de l'expression, de la rhétorique, permet de... ça, c'est une vérité, en fait. Le fait de maîtriser la diction, la position du corps dans l'espace, le rythme, la musique, et les sons, en fait. Et aussi de laisser transparaître les émotions ou de maîtriser, justement, la manière... Degré 2, Exactement. Toute cette maîtrise-là, ça, c'est de la vérité. Donc, mais bon, c'est un mensonge parce qu'on n'est pas en train de voir un dealer dealer avec Évidemment. Mais d'accord. Et qu'est-ce que... Donc, Jean-Laurent Cochet, vous m'aviez parlé de Jean-Laurent Cochet. Il y a beaucoup de gens qui sont passés chez Cochet. Ouf, oui, il faut dire qu'il a fait son temps quand même. Ouais, ça c'est sûr. Non, mais et c'est vrai que c'est une école, c'est une très bonne école. Hein. Il commence toujours par les fables de La Fontaine, c'est vrai? Tout à fait. C'était quoi votre fable de La Fontaine à vous? Ma fable, c'était la fable du héron. Ah. En stage que je lui ai présenté. Et alors, je ne m'en rappelle plus. Vous pouvez pas faire la fable du héron? Non, je ne m'en rappelle plus. Et après, j'avais une autre fable que j'avais travaillée avec lui en cours, que j'avais beaucoup aimé. C'était L'œil du maître, que j'avais beaucoup aimé. Après, je ne me rappelle plus des fables. Je n'ai pas révisé mes fables avant de venir ici. Et c'était quoi les... Mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai pris des cours de théâtre aussi. J'ai travaillé avec une superbe tragédienne qui s'appelle Nita Klein, où on a travaillé le texte. Ça vous dit quelque chose? Oui, le nom me dit quelque chose. Qui faisait un peu
la méthode des maîtres, quoi, hein, donc de la diction, etc., etc. Mais je trouve ça passionnant de Oui. commencer par les fables. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il disait en fait. C'était quoi en gros son enseignement par rapport aux fables de La Fontaine, qui sont très difficiles à rendre. Alors, elles sont difficiles et simples à la fois. Elles sont difficiles parce que la langue est pas facile et Mhm. qu'on a tendance à toujours vouloir faire le vers. Or, on ne fait pas le vers, on raconte une histoire. Elles sont faciles dans le sens où c'est un sujet. Donc, on ne change pas de sujet. Euh, Quand on va parler, je dis n'importe quoi, moi c'était un héron au long cou. Voilà, ça commençait comme ça. Le héron au long cou. Euh, En fait, on pense quelque chose du personnage. Et donc, on va avoir une inflexion particulière là-dessus. Et il faisait travailler tout le temps, Jean-Laurent Cochet, il appelait ça le langage de l'inflexion. Donc, c'est toute une série de règles qu'on appliquait aux fables de La Fontaine. Par exemple, tout ce qui était rupture vocale. Donc là, je descends plutôt dans mes graves. Ah, mais là-bas, vous avez vu, il y a un truc. Là, je fais une rupture vers le haut, etc. Donc, il y avait toute cette partie technique. Quelle est l'information importante? Quelle est l'information qu'on peut un peu, entre guillemets, balayer? Ce qui fait que, comme dans la vie courante, on va pouvoir en fait avoir des, on va dire, des variations de tempo dans la parole et dans le phrasé. Où est-ce que je respire? Qu'est-ce que je réaccentue pour la compréhension du texte? Parce qu'évidemment, on a parfois des inversions de compléments d'objets, etc. Et donc, il faut légèrement réaccentuer un mot, le début d'un mot, pour que grammaticalement, à l'oreille, on comprenne. Et c'est ce qu'il appelait la ponctuation orale, en fait, qui fait Et partie de oui, tout son travail sur le langage de l'inflexion. Et il disait toujours, Jean-Laurent Cochet, quand on est sur la même pensée, c'était la note ouverte. Il appelait ça la note ouverte. Et moi, je me souviens parce que je me suis fait mon petit système de notation à moi. ouais, Et donc, moi, ma note ouverte, c'était une petite flèche qui monte un un peu à peu la fin. courbée vers le haut. Et quand je ferme mon sens, c'est tac, tac, c'est angle droit, paf, fermé, point final, quoi. Ben, ça ressemble un peu à ce que disait Nita Klein, mais d'ailleurs, enfin, elle disait en fait, on ferme assez rarement dans la vie, parce qu'on n'a jamais fini de parler. C'est vrai qu'on n'a jamais fini de parler. Après, il faut pas laisser son sens ouvert trop souvent non plus, parce que en fait, ça fait chanter. Oui, Et donc, il faut trouver le bon, en fonction du texte, évidemment, du contexte, il faut trouver le bon équilibre et en fonction de la langue qu'on a en face aussi, ça sera pas la même chose. Sur une fable de La Fontaine, on va dire relativement court, quoique certaines font 3 pages, ou, voilà, mais sur un texte comme Coltès, voilà, on a quand même des beaux pavés. oui. Il y a Euh, beaucoup de monologues, En fait, Coltès, c'est un dialogue de monologues. étiré. Oui, c'est ça. C'est très étiré. Et ce que j'avais vu une interview de Patrice Chéreau, qui disait que, si je ne dis pas de bêtises, euh, lui, il voyait un petit peu la solitude des champs de coton comme l'expansion de ce qui se passe dans une tractation en, allez, 3 microsecondes entre un acheteur et un vendeur. Oui. Et tout ce qui se passe dans les cerveaux. C'est une pièce qui dure 3 secondes, en fait. Et en fait, ça, c'est ce que disait Patrice Chéreau. J'avais vu ça dans un reportage à propos de la solitude des champs de coton, justement. Alors, la pièce dure 1h20, je vous rassure. Oui. En tout cas, notre version. Il y avait un spectacle comme ça, je me rappelle plus qui c'est qui l'avait fait, mais ils avaient convié tout le monde au Théâtre des Champs-Élysées, toute la presse, au spectacle. C'était un spectacle avec de la danse, etc., qui s'appelait Relâche. Et tout le monde s'est pointé. Et Et il voilà, s'est rien passé. c'était Relâche. Oh, punaise. Oui, je crois que c'est Francis Blanche, mais je suis pas sûr. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'était des choses. Ah, surtout quand tu payes ta place Ouais, bon, je en crois que carré c'était or. avec la presse et des choses comme Oui, ça, bah, mais c'était un c'est. peu un happening, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc oui, donc là, c'est pas la pièce 3 secondes. Non, c'est pas la pièce Strasbourg. Après, ça, c'est la version, c'est la vision que Chéreau en avait eue Oui, à l'époque. Puis il a fait 3 mises en scène de la solitude. Donc voilà, moi, j'ai pas vu les 3. Mais cette pièce, en fait, on peut y voir, j'ai pas envie de dire ce qu'on veut parce que c'est très évidemment axé sur cette histoire de désir et de manque. Mais elle est infinie, en fait. Elle est sans fin. Et quand on plonge là-dedans, ben, plus je joue cette pièce, plus j'ai envie de la jouer parce qu'on trouve toujours, toujours, toujours des pépites, des nouveaux sens, de nouvelles choses. Et ce qui est génial dans la mise en scène d'Alexandre Tchobanov, enfin ce que je trouve génial, c'est que le texte,
On n'a pas besoin de tout comprendre à partir du moment où la mise en scène met les enjeux au plateau, corporellement, dans les tensions et dans l'esthétique. Oui, Et c'est ce que fait Alexandre. Et on a des personnes qui sont pas du tout des théâtreux, qui sont venus voir la pièce, plutôt jeunes, 20, 25 ans, et qui, en sortant de là, ont dit c'était génial, j'ai adoré, j'ai pas tout compris, mais c'était super. Et là, là on s'est dit, bah, en ah fait, oui. on a tout gagné. Oui, parce qu'il y a des parts d'ombre qui doivent rester dans l'ombre. Oui, C'est ce c'est que disait ça. Strehler Ouais, aussi sur ouais, 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 ouais. certains opéras de Verdi qui sont assez Mm. complexes. Il faut pas vouloir tout Non, expliquer. Alors, dans d'autres, je rebondis bien sur ce sûr. propos, mais dans les noces que je connais bien, puisque je suis né dedans, Oui, ce qu'a fait Mozart de génial par rapport à l'œuvre de Beaumarchais, c'est un chef-d'œuvre, hein, le mariage de Figaro, mais c'est un petit peu une horlogerie assez précise, avec oui. quand même pas mal de roues dentées. Mm. C'est ça, trop petite. Et donc, Mozart, il a un peu simplifié, Ouais. et puis il a Il a enrobé. fluidifié Oui, oui, avec la oui, oui, musique oui, oui, et oui. qui vient raconter tellement, enfin, Ouais. plein d'autres Bah, qui choses. amène beaucoup de choses, ouais. C'est ça. Et donc là, pour le coup, sur les noces, faut être précis. Là, Ouais. faut qu'on voit, faut qu'on voit bien. Mais dans plein d'œuvres, je suis tout à fait d'accord. Il faut laisser la part d'ombre et la part de En mystère, fait, en c'est une fait. espèce de, c'est une part d'interprétation, on va dire. En fait, il faut savoir aussi laisser le spectateur partir dans son imaginaire et Exactement. voir qu'est-ce que ça lui raconte Bah à oui, lui, parce bah que oui. c'est pour ça qu'on fait ça. Mais le spectacle naît entre le Et bien spectateur et sûr, l'acteur. sinon il n'y a pas de spectacle en fait. Et ce qui est chouette aussi dans cette mise en scène, alors des retours de gens qui sont un peu des, on va dire des aficionados de Bernard Marie Coltès et notamment de La Solitude, qui ont vu plusieurs mises en scène, ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu le texte de sonner aussi bien, qu'ils n'avaient jamais aussi bien compris le texte. Et là on s'est dit, ah, bah ça c'est chouette aussi, Ah parce oui, oui. que du coup il y en a un petit peu pour... Enfin, il y en a pour tout le monde. Et finalement, je pense qu'Alexandre, il a réussi à faire à réunir un peu tout ça et à le faire tenir dans cette boîte noire, dans cet entrepôt que j'adore avec ses musiques. Il y a une musique de Mahler, c'est l'Adagietto numéro 5 si je ne dis pas de bêtises. Et, et c'est en fait c'est sur en fait ça se passe sur un monologue, enfin sur une tirade du client, mais c'est à tomber par terre. Le verbe de Coltès avec cette musique derrière, c'est à chaque fois, bah là j'en ai des Ouais. frissons. Et le dealer, lui, la musique sur laquelle il va parler, c'est un cri de saxophone de Albert Ayler. Et c'est pareil, en fait, il y a cette espèce de déchirement du dealer, et la musique, elle porte tout ça. C'est pas tout le temps, c'est des moments bien, bien ciblés. Et moi, je trouve ça absolument génial, quoi. Les musiques sont super. Super. Je vous laisse le mot de la fin. Enfin, juste, il faut donner rendez-vous à tout le monde au Ah oui, bien Girasol sûr. à 14h05 Oui, tout le mois de juillet pour tout le le mois de Festival juillet. d'Avignon. Du 4 au 26 juillet. Et donc, le mot de la fin, est-ce que vous avez une dernière chose que vous voulez dire quand je fais des sorties de scène, je propose aux gens de donner leurs conseils à la jeune génération ou alors quels conseils eux, ils auraient aimé recevoir quand ils se sont lancés dans leur métier, par exemple. Oh là là, alors le mot de la fin, c'est difficile ça, là, je suis prise de court. Que dire, que dire? Que dire? Ben moi, je vais passer un message assez général, on va dire. Euh, Faites ce que vous aimez, toujours, et suivez votre instinct. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, ben, à bientôt à Avignon. À bientôt, Avignon.